Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera un C'est mardi, que lisez-vous? La dernière vidéo date d'un peu plus de 3 semaines il me semble, donc j'ai quelques lectures quand même à vous présenter. Malgré tout, ces dernières semaines ont été assez chargées, j'ai eu un emploi du temps vraiment crevant, donc j'ai assez peu lu, ce qui est pas plus mal finalement puisque comme ça la vidéo ne devrait pas durer trop longtemps. Mais voilà, j'ai quand même 7 livres à vous présenter. La dernière fois, j'étais en train de lire le 2e tome de Maëve Regan qui s'appelle Dent pour Dent de Marika Gellman aux éditions Milady. J'avais presque fini ce livre-là, me semble-t-il. J'étais enthousiaste et finalement j'ai terminé de la même façon, très enthousiaste également. J'avais eu un petit peu de mal avec le premier tome. La première partie m'avait un petit peu désappointée puisque Maëve n'était pas une héroïne qui me plaisait plus que ça. J'ai un petit peu de mal avec les héroïnes grande gueule qui rentrent dedans, qui sont un petit peu vulgaires, etc. Et Maëve, elle était un petit peu comme ça au début du premier tome, ça allait mieux dans la deuxième partie. Et là, j'ai beaucoup aimé l'évolution de Maëve dans ce 2e tome qui devient beaucoup plus posée, plus mûre. C'est aussi beaucoup plus sombre puisqu'elle n'a pas une vie facile, elle est très seule malheureusement. Voilà, il lui arrive plein de choses, elle a une mission difficile, bref, c'est pas facile pour elle, mais ça la rend plus touchante, je trouve. Voilà. Niveau intrigue, je vous avoue que j'ai lu ce livre il y a plusieurs semaines et je suis incapable de vous résumer l'intrigue. Je me souviens juste que la dernière centaine de pages, on va dire, les dernières pages, les derniers chapitres m'ont laissé sur les fesses. J'ai été assez surprise, dans le bon sens bien sûr. J'ai trouvé la chute vraiment très bien menée, très intéressante et forcément ça donne envie de lire le 3e tome que j'ai acheté au Salon du Vampire fin septembre. En prévision du Salon du Vampire, j'ai fait quelques lectures par rapport aux auteurs qui étaient invités. Donc il y avait les éditions du Chat Noir, avec notamment Mathieu Guibé. Je me suis dit que c'était l'occasion rêvée de lire enfin son dernier recueil de nouvelles qui s'appelle Un sanglot de moi tu reposes, et c'est aux éditions Locomodo. Donc c'est un petit poche qui coûte 6 €. Et franchement, pour être clair et très rapide, je trouve que ça vaut le coup. Voilà, vous pouvez l'acheter les yeux fermés. Si vous voulez découvrir la plume de Mathieu Guibé ou si vous avez envie de continuer avec cet auteur. Alors, ce recueil de nouvelles contient d'anciens textes qui avaient déjà été publiés dans d'anciens recueils qui ne sont plus édités et des nouvelles complètement inédites. Globalement, les nouvelles que j'avais déjà adorées dans les autres recueils sont celles que j'ai le plus aimées, je pense, à la relecture, une fois encore. Je pense par exemple à La Princesse des Neiges, où je viens de passer, voilà, La Princesse des Neiges, qui est la 2e nouvelle du recueil, qui j'avais déjà pu lire dans Quintessence Yémal, donc un autre recueil qui n'est plus édité. C'est vraiment une très belle histoire qu'on peut vraiment rapprocher des vrais contes de fées, avec une princesse, évidemment, un prince, et un des éléments, l'eau, enfin plutôt dans sa forme de glace pour le coup. J'ai trouvé cette histoire, je l'avais déjà trouvée la première fois, très poétique, très imagée, vraiment très belle histoire. L'autre texte que j'avais déjà beaucoup aimé la première fois et que j'ai à nouveau adoré, qui m'a énormément touchée et pourtant je connaissais déjà la chute, c'est Arc-en-ciel en braille, donc qui a été écrit en 2008 et qui avait gagné un prix cette année-là. Donc je veux pas vous raconter toute l'histoire puisque ça serait dommage de vous gâcher la chute, mais en fait on suit un jeune héros qui est aveugle et il va y avoir une rencontre particulière dans sa vie et cette rencontre va s'accompagner des couleurs de l'arc-en-ciel.
d'où le titre Arc-en-ciel en braille. Voilà, c'est un peu bizarre ce que je vous raconte, et c'est vraiment hyper touchant. Pour le coup, il n'y a pas du tout de fantastique, de fantaisie, il n'y a rien du tout, c'est vraiment une nouvelle contemporaine. Il y en a d'autres que j'ai beaucoup aimé. Je vais éviter de vous parler de tout évidemment, je vais juste terminer sur la dernière, d'ailleurs c'est la dernière du recueil, qui s'appelle Un train pour l'éternité, qui là aussi est complètement contemporaine, aucun élément fantastique là-dedans, mais qui là aussi est hyper touchante. Ça se passe sur le quai d'une gare. On rencontre une dame d'un certain âge qui attend son mari qui doit rentrer du travail. Voilà, et comme tous les jours, depuis des dizaines et des dizaines d'années qu'ils sont mariés, elle l'attend sur le quai de la gare. Voilà, et on va découvrir un petit peu l'histoire de cette dame et c'est hyper touchant. La chute, on pouvait la voir venir, c'est pas forcément très original, mais c'est tellement bien amené qu'on ne peut qu'être touché. Voilà. Donc dans ce recueil, il y a une dizaine de nouvelles, je sais plus exactement combien, 12 peut-être. Je crois qu'il y en a 12, je ne pourrais pas vous dire de bêtises, enfin bon bref, une dizaine on va dire. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Comme je vous le disais, il y a des choses très contemporaines, il y a aussi un petit peu de fantaisie, de fantastique, de science-fiction, il y a des vampires, il y en a pour tous les goûts. Mais le point commun de tout ça, c'est que c'est vraiment très, très émouvant. Je trouve pas d'autres mots. Voilà, ça nous laisse pas indifférents. On est touché par tous les thèmes, par tous les personnages, tous les héros. Voilà, alors forcément il y en a qui sont assez tristes, certaines nouvelles qui sont vraiment très tristes, mais ce que je trouve sympa dans ce recueil, c'est qu'il y a toujours malgré tout une note d'espoir. J'ai ensuite lu un livre que je ne peux pas vous montrer, en fait j'ai oublié de le compter tout à l'heure quand je vous disais combien de livres j'allais vous présenter. Je ne peux pas vous le montrer puisque je l'avais emprunté à un collègue et que je l'ai rendu dès que j'ai eu fini de le lire. Donc ça s'appelle Génération A de Douglas Coupland aux éditions Au Diable Vauvert. J'ai déjà fait la chronique sur le blog, je vous invite à la lire. D'ailleurs, les deux livres dont je viens de vous parler ont aussi déjà été chroniqués sur le blog si vous voulez plus de détails. Donc Génération A de Douglas Coupland, c'est un petit peu un roman qui fait écho à un autre roman de l'auteur qui s'appelle Génération X et qui a été publié il y a une vingtaine d'années. C'est un livre qui a eu un énorme succès à l'époque, qui en a toujours je pense maintenant, que je n'ai pas lu, mais que j'espère lire un jour maintenant que j'ai découvert Génération A et que ce Génération A m'a plutôt plu. Donc je me dis que ça serait pas mal de lire le premier roman de l'auteur, enfin un des premiers romans de l'auteur. Voilà, donc Génération A, c'est plutôt de la science-fiction, ça se passe dans un monde un petit peu futuriste où les abeilles ont complètement disparu. Donc comme les abeilles ont disparu, il y a presque plus de fruits, de fleurs, de légumes, etc. C'est super dur de manger, enfin bon bref. Et dans ce monde futuriste, un petit peu comme dans notre monde à nous, tout le monde est hyper connecté, internet est partout, les réseaux sociaux, voilà. Mais malgré tout, et c'est un petit peu ce qui se passe déjà maintenant, malgré cette hyper connectivité, les gens sont plus seuls que jamais et peinent à communiquer. Voilà, donc on va suivre 5 personnages à 5 endroits complètement différents de la planète qui se font piquer par 5 abeilles différentes pratiquement au même moment. Et la question ça va être pourquoi ils ont été piqués eux, ces 5 là, pourquoi et voilà, qu'est-ce qu'ils ont qui fait qu'ils ont été piqués, qu'est-ce qu'il y a dans leur sang, quels sont leurs liens, les liens qu'il y a entre eux. Voilà, en gros c'est la grosse question. C'est le mystère qui perdure du début à la fin du livre. Ce que j'ai vraiment bien aimé dans ce livre, c'est la mise en place justement de cette intrigue et la présentation des personnages, qui sont 5, je le rappelle. Donc il y a 3 garçons et 2 filles, je pense. Oui, c'est ça, je dis pas de bêtises. Et en fait, on va suivre dans chaque chapitre un personnage différent. On va commencer par une petite présentation, ensuite comment ça se passe, enfin à quel moment ils sont piqués, et comment ça se passe ensuite pour eux pendant leur mois, parce qu'ils sont tous enfermés pendant un mois en isolement pour subir des tests, chacun à un endroit différent de la planète. Voilà, comment ça se passe pour chacun d'entre eux. J'ai vraiment beaucoup aimé cette partie, je trouvais ça super intelligent, les portraits des personnages sont très amusants, il y a beaucoup d'humour dans ce roman.
Voilà, ça c'est la première partie de l'histoire et j'ai trouvé ça vraiment super. Après, le texte change complètement de direction et j'ai été un petit peu perturbée puisque les 5 personnages vont être rassemblés sur une île et en fait, à partir de ce moment-là, ils vont chacun devoir raconter des histoires à tour de rôle. Voilà, et j'ai trouvé que ça cassait un petit peu le rythme. Alors bien sûr, ces histoires ont une signification, elles sont pas anodines, elles sont pas gratuites, mais je sais pas, ça a cassé complètement mon rythme de lecture et j'ai trouvé que c'était un petit peu long par moment. Voilà. À la fin, on a l'explication du pourquoi, du comment, machin. C'est original, mais je sais pas, je reste sceptique sur cette fin-là. D'un côté, ça m'a plu parce que c'est original et voilà. De l'autre, voilà, c'est un petit peu tiré par les cheveux aussi. Faut que j'arrête de dire voilà. J'ai ensuite continué, toujours dans l'optique du Salon du Vampire, avec la lecture d'un autre recueil de nouvelles qui s'appelle Montre enchantée, aux éditions du Chat Noir. Je cherchais le petit logo, il est là. Voilà, donc dans ce recueil, complètement tourné vers le steampunk, vous pourrez trouver 17 nouvelles de 17 auteurs différents. Alors, dans ces auteurs, il y a des grands noms comme Fabien Clavel, Sophie Dabat, et vous avez des noms complètement nouveaux, puisque ce sont des auteurs qui publient pour la première fois un de leurs textes. Alors déjà, je trouve ça très intéressant de mêler auteurs reconnus et auteurs complètement novices. C'est vraiment super intéressant. Et ce qui est bien aussi, c'est que même s'il y a pas mal d'auteurs novices, franchement, on voit pas vraiment la différence entre leurs textes à eux et les textes des auteurs plus installés. Donc, que vous dire sur ce recueil? Je ne vais pas vous parler des 17 nouvelles, ça va être trop long, trop compliqué, et pour tout avouer, il y a quand même certaines nouvelles dont je n'ai aucun souvenir, vraiment aucun. Tout à l'heure, je regardais le sommaire et j'essayais de refeuilleter un petit peu chaque nouvelle, et il y en a certaines, sur le moment, elles m'ont plu, mais elles m'ont pas marqué. Globalement, toutes m'ont plu. Il y en a vraiment aucune où je me suis dit oh là là, c'est dur à lire, j'en ai marre, je comprends rien. Vraiment, il y en a aucune. Toutes vraiment ont leur intérêt et toutes sont très très bien écrites, je trouve. Certaines, bien sûr, ont vraiment attiré mon attention et m'ont marqué puisque plus d'une semaine après la fin de ma lecture, je m'en souviens encore. Voilà, donc c'est celle-ci que j'ai marquée de petites post-it. C'est celle-ci dont je veux vous parler puisque, vu qu'elles m'ont marquée, je me dis que c'est celles qui m'ont le plus plu. Et bien on va commencer par la première qui m'a marquée et je pense que c'est ma préférée du recueil. C'est Le Tocan de Clémence Godefroy. Dans celle-ci, en fait, on va plus en profondeur dans la question de la conscience des machines, notamment des automates. Puisque là, on suit 2 amis qui sont à l'université et qui ont pour but, leur formation c'est ça, c'est de créer des automates. Et on va suivre notamment l'un d'entre eux qui va vivre une relation un peu particulière avec l'automate dont il doit s'occuper. Voilà, j'ai vraiment adoré cette nouvelle que j'ai trouvée très très bien écrite et avec une grande sensibilité. Le thème m'a plu, cette question de la conscience des machines, notamment des automates, je trouve ça hyper intéressant. D'ailleurs, elle revient plusieurs fois dans les nouvelles de ce recueil. Voilà, Mathieu Guibé m'a dit que cette nouvelle allait justement donner naissance à un roman qui sera publié aux éditions du Chat Noir dans quelques mois, voire années. Et je suis super contente parce que vraiment ça s'y prête et j'ai vraiment hâte de lire autre chose de cet auteur. La deuxième nouvelle qui m'a marquée, mais alors là c'est un peu particulier, je suis pas du tout objective, c'est la nouvelle de Lucie G. Matteoldi. Donc je ne vous le lis pas en anglais puisque j'ai un accent pourri et que j'en ai marre d'avoir honte. Voilà. Si cette nouvelle est un petit peu particulière pour moi, c'est que l'auteur, Lucie, est ma meilleure amie en fait. Donc je ne peux pas en parler objectivement. J'avais lu la nouvelle avant qu'elle soit publiée. J'avais même aidé un petit peu à la correction. Et j'y croyais dur comme fer. Donc voilà, super contente qu'elle soit évidemment dans ce recueil. Objectivement, qu'est-ce que je peux vous dire? Que c'est c'est le mythe d'Orphée et Eurydice
revisité à la sauce steampunk avec un brin d'archéologie derrière. Comme l'auteur est archéologue, il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas de surprise là-dessus. Lucie a une plume assez particulière. Parfois, c'est un peu ampoulé, mais c'est hyper poétique et ça donne une atmosphère vraiment très marquée, très imagée, très... Voilà, on se croit vraiment dans le texte. Donc, ça plaît ou ça plaît pas, je pense qu'il n'y a pas de demi-mesure. Moi, ça me plaît. J'ai vu que d'autres lecteurs avaient été séduits par ce style-là et j'en suis très contente. Mais c'est vrai que c'est... On peut pas avoir un avis modéré sur le style de Lucie, c'est vraiment super particulier. Voilà, mais alors le fond d'histoire, le mythe revisité d'Orphée et d'Eurydice est magnifique. La troisième nouvelle que j'ai aimée, c'est Derrière les engrenages de Marie-Angèle. Alors là, c'est quoi cette histoire que je me souvienne? Encore une histoire d'automate. Que pareil, je trouve qu'il y a une grande sensibilité et toujours la question de la conscience des automates qui m'a beaucoup plu. Alors là, si je ne dis pas de bêtises, on suit une figure qui s'appelle Sylvine, et qui est un automate justement, qui est au service d'un homme depuis 40 ans. Et en fait, elle est vieille, elle est dépassée. Donc bientôt, il va y avoir une autre Sylvine, une autre automate toute jeune, toute pimpante, qui va arriver et qui va prendre sa place. Sauf que ça plaît pas forcément à cette vieille Sylvine qui, malgré son statut d'automate, a des sentiments et n'a pas forcément envie de bouger de là. Voilà, donc je vous en dis pas plus. Outre la question de la conscience des automates et la sensibilité du texte, j'ai beaucoup aimé la chute. Voilà, c'est surprenant, bien aimé. Ensuite, autre texte que j'ai apprécié, c'est L'agonie des aiguilles de Marine Sivan, je sais pas comment on dit ça. Alors là, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On part du côté encore de fouilles archéologiques, décidément. Les fouilles vont révéler un élément clé qui est lié à quelque chose qui s'est passé dans le passé, justement, et qui a eu des conséquences énormes sur le présent actuel. Super compliqué ce que je raconte. Et en fait, ça va donner lieu à une enquête. Voilà. J'ai trouvé que c'était bien mené, qu'il y avait du suspense, on avait envie de connaître le fin mot d'histoire de cette enquête-là. Voilà, bien mené, bien construit, ça m'a plu, et bien écrit, évidemment. Ensuite, c'est l'avant-dernière nouvelle que j'ai bien aimée, et il faut que je me dépêche, que j'ai déjà beaucoup parlé sur ce recueil. Alors là, après l'anglais, voilà du russe, et qui reprend un petit peu le mythe qui existe autour de la princesse Anastasia. Pendant beaucoup d'années, on a aimé l'idée qu'elle avait réussi à s'enfuir, qu'elle n'avait pas été tuée avec toute sa famille. Et voilà, il me semble qu'il y a eu des trouvailles, des preuves qui attestent que si Anastasia a vraiment été tuée avec sa famille, mais bon, l'idée qu'elle ait pu s'enfuir et qu'elle ait vécu en dehors de la Russie est quand même vachement séduisante. Et là, ça reprend un petit peu cette idée-là, qu'elle s'est enfuie, qu'elle a réussi à s'enfuir, contrairement à ses parents, à ses frères et sœurs, et que Raspoutine est dans le coup. Voilà, tout ça, la sauce steampunk, avec des automates, des horloges, machin, tout ça. Je vous en dis pas plus, mais j'ai bien aimé que ce mythe soit revisité. Et enfin, la dernière nouvelle, c'est la dernière du recueil, c'est Malvina Moonlore, d'ailleurs je pourrais vous montrer, hop, ce sera mieux, de Vincent Tassi. Dernière nouvelle qui met en scène une poupée un peu particulière, puisque c'est une poupée horloge un petit peu mélangée, qui a un air pas forcément très sympathique. Donc cette poupée qui s'appelle Malvina Moonlore, comme le titre, va avoir une influence très néfaste sur son nouveau propriétaire. Je vous en dis pas plus, mais c'est question de malédiction, tout ça.
Et c'est pas mal. J'ai bien aimé. Pour la dernière nouvelle, ça m'a bien plu de finir sur celle-ci, de finir sur une note positive. Voilà, donc ça parle de temps, ça parle d'horloge, ça parle d'automate, ça parle de vengeance, il y a de la sorcellerie, il y a des vampires, c'est assez divers. Ça se passe dans l'Angleterre victorienne, dans le Paris du 19e. Il y a plein de trucs. Évidemment, le temps est au milieu de tout ça, les robots, comme je vous le disais, la conscience des machines, tout ça. Voilà, je pense vraiment qu'il peut y en avoir pour tous les goûts. Pour ma part, j'ai pas lu le recueil d'une traite, j'ai lu quelques nouvelles par-ci par-là, bon sur 2 ou 3 semaines d'affilée, donc j'avais quand même pas mis 6 mois pour le lire, mais voilà, j'ai pas lu les 400 pages d'un coup, j'ai lu 2 nouvelles, puis j'ai fait une pause avec un autre bouquin, et puis j'ai relu 2 nouvelles. Et je pense que c'est la bonne façon de faire, parce que se taper 17 nouvelles de 17 auteurs différents, de 17 auteurs différents de suite, ça peut être un petit peu lourd, on peut en avoir un peu marre du thème, même si je trouve que toutes ont leur originalité, hein, on se lasse pas forcément, mais je vous conseille quand même de mixer avec autre chose, vous savourerez plus à mon avis chaque nouvelle et vous ne ferez pas une overdose de steampunk. Donc après tout ça, j'avais envie de quelque chose de léger, de détente, un truc qui se lirait vite, et bien j'en avais vraiment besoin. Donc je me suis lancée dans une romance historique. Ça s'appelle Rose Soie, ça vient de sortir, c'est de Camille Adler, c'est aux éditions Milady Romance, et ça doit être dans la collection Pemberley. À mon avis, je pense que c'est une romance historique. Alors en fait, j'ai découvert très récemment et très fortuitement que Camille Adler, en fait, c'était l'auteur de Bord de marge aux éditions... Bon, mais il est là-bas tout en haut, donc je peux pas vous le montrer. Aux éditions Castlemore. Bord de marge, qui est un roman jeunesse complètement fantastique. Donc j'étais contente de retrouver l'auteur dans un tout autre style, avec un autre pseudo, mais très heureuse de retrouver l'auteur, qui je trouve a beaucoup progressé dans le style. Bon, le public visé n'est pas le même forcément, donc ça joue, mais plus riche ici, moins brouillon, voilà. Alors ça reste une romance historique, cousue de fil blanc, on sait comment ça va se finir, mais franchement ça fait du bien, c'est tout mignon, c'est... Voilà. Généralement dans les romances historiques, je reproche souvent le caractère de l'héroïne, qui au départ remouvant une héroïne complètement indépendante, forte, tout ça. Mais dès que le beau mec, le beau mâle, généralement écossais, arrive dans le coin, l'héroïne, voilà, plus de neurones, tout est grillé et elle devient soumise, ce que je ne supporte pas, que ce soit dans des romances ou dans n'importe quoi d'autre d'ailleurs. Voilà, donc c'est ce que je peux reprocher, c'est généralement l'évolution de l'héroïne qui ne me plaît pas du tout, qui me plaît beaucoup au début et qui devient quelque chose de enfin une nana gnangnante et voilà, ça va pas du tout. Là, au contraire, Rose, l'héroïne, est mariée dans la bonne société, c'est une duchesse, elle est mariée à un homme violent. Donc on est fin du 19e siècle en France, à Paris. Forcément à cette époque-là, enfin forcément, non, ça va pas être forcément, mais à cette époque-là, les femmes passaient des mains du père aux mains du mari, donc n'avaient jamais cette liberté. Et là, en fait, elles passent dans les mains d'un mari qui n'a aucun respect, aucune considération pour elle. Sauf que d'un point de vue extérieur, c'est un mari parfait. Donc tout le monde envie Rose, qui a une vie a priori parfaite. Elle est riche, elle a tout ce qu'elle veut. Elle a un mari beau, riche, intelligent, qui paraît parfait, sauf que pas du tout. Et la pauvre, elle garde tout ça secret. Et pour un petit peu s'évader, sa seule liberté, c'est de se créer ses propres vêtements à l'aide de sa première femme de chambre qui s'appelle je ne sais plus comment. En gros, voilà la base du truc. Elle va rencontrer le grand couturier
à la mode à Paris, un couturier anglais qui s'appelle Alexander et qui est adulé par toutes les nanas, qui fait des trucs magnifiques, original, mais pas trop, enfin bref, c'est la star du moment. Et cette star du moment, forcément, va craquer pour la jolie Rose, qui est mariée, malheureusement. Et forcément, bah, elle va aussi craquer pour le couturier. Mais vous vous doutez que en 1884, les hommes pouvaient avoir des relations extra-conjugales sans problème, mais les femmes mariées, c'était pas forcément très bien vu. Ou alors il fallait vraiment que ce soit bien caché. Donc leur relation va poser problème, ça va être difficile pour eux. Donc comme je vous le disais, c'est cousu de fil blanc, on sait très bien qu'ils vont terminer ensemble les deux. On sait très bien que les gentils vont gagner, que le méchant va finir comme un méchant tout seul, pas forcément mort, mais on va l'oublier, par aux oubliettes. Voilà. C'est pas hyper original, mais j'ai terminé ce livre en me sentant bien, j'étais contente. J'ai aimé suivre Rose, j'ai aimé suivre son évolution, sa relation m'a plu, je vous le répète, c'est vraiment pas original, mais voilà, c'est tout doux, c'est tout tendre, c'est tout mignon, c'est pas très long, en quelques heures c'est lu, et ça fait du bien, et franchement j'en demandais pas plus. Le petit point positif, c'est que l'auteur crée ses propres vêtements. Elle a un site, un blog sur lequel elle nous présente ses créations et en fait elle refait justement des costumes historiques. Je me souviens qu'elle a fait la robe de Rose justement dans le Titanic. Elle est complètement fan de ce personnage-là et de sa tenue, etc. Je trouve aussi Kate Winslet absolument magnifique dans ce film-là. Et je suis complètement d'accord avec le fait qu'elle a des robes magnifiques et que cette actrice est sublime en plus d'être talentueuse. Voilà, donc en fait l'auteur est couturière, enfin c'est pas son métier, mais a cette passion des vêtements et de la couture, donc elle sait de quoi elle parle et elle nous en parle bien dans ce livre. Il y a plein de détails sur les tissus, le nom des toilettes, les accessoires, tout ça. C'est bien documenté et c'est ce qui fait le petit plus de la romance historique, parce que généralement on peut lire des romances historiques. L'éditeur va dire que c'est une romance historique, mais à part la date dans la 4e de couverture ou en première ligne, après, on retrouve aucun détail, aucun truc qui fait que le contexte est historique. Là, vraiment, on a le détail des tenues qui est très présent, et c'est un gros plus pour la lecture. Ça y est, la pluie est arrivée, donc il fait de plus en plus sombre. Je vais me dépêcher avant d'être complètement dans le noir. Déjà que c'est pas génial niveau luminosité, comme d'habitude. Je vous présente donc mes 2 lectures en cours. Pourquoi 2 alors que d'habitude je ne lis jamais 2 livres en même temps parce que je déteste ça? Tout simplement parce que celui-ci est une lecture commune, donc j'attends que ma binôme ait terminé la partie, qu'on en soit au même endroit pour pouvoir continuer. Et donc là, j'ai terminé la partie, je l'attends, donc j'ai continué autre chose à côté, autre livre que je vous présente juste après. Donc notre lecture commune avec Elodie des Confidences de Miss Elodie, c'est Chestombe de John Ethan Pie, aux éditions de L'Homme sans nom. Donc l'auteur, c'est un pseudo, c'est en fait lui qui a écrit Le Songe d'Adam, et donc l'auteur s'appelle Sébastien Péguin. Voilà, Songe d'Adam, chez L'Homme sans nom également, que j'avais bien aimé, que j'avais trouvé très documenté et avec une atmosphère particulièrement intéressante. Alors l'auteur est spécialisé plutôt dans l'horrifique, dans le thriller horrifique, et là c'est à nouveau le cas. Alors c'est hyper compliqué à résumer puisque il y a plein de récits enchâssés les uns dans les autres, plein de documents différents, mais ce que je peux vous dire c'est que dans une petite ville des États-Unis qui s'appelle Chestombe, en 2001, il va y avoir un meurtre terrible. Toute une famille va être tuée par apparemment le cadavre réveillé du défunt mari, du défunt père de famille. Voilà, en gros, c'est ce qui se passe en 2001. Et de fil en aiguille, le texte commence comme ça, mais de fil en aiguille, on va comprendre que ce cas est lié à ce qui avait pu se passer dans la même ville dans les années 20. Il y avait eu des expériences bizarres de réanimation de cadavres, voilà, dans cette ville. C'était des expériences un peu bizarres. Donc on voit que tout est lié.
Et ce que j'aime beaucoup pour le moment, c'est que c'est justement hyper documenté, hyper référencé. On a les références à Lovecraft, on a des références à Descartes, plein de trucs. C'est hyper riche. Et contrairement à ce qu'on pouvait reprocher au Songe d'Adam, qui était également très documenté, mais qui avait ce côté un petit peu pas pompeux, mais un peu manque de fluidité dans justement l'insertion des passages documentés. Là, pas du tout, ça coule tout seul. Il y a plein de références, mais c'est vraiment bien amené, mieux inséré dans le texte que le Songe d'Adam, qui m'avait déjà beaucoup plu, mais là, c'est encore mieux. Côté atmosphère, c'est vachement prenant. On a vraiment envie de tourner les pages. Là, j'ai hâte que Elodie ait terminé la partie parce qu'on en est à la page 290. On commence à avoir toutes les réponses à nos questions et j'ai très envie de lire les dernières centaines de pages pour avoir le fin mot de l'histoire. En plus, apparemment, la chute est surprenante. Je sais pas du tout à quoi m'attendre et j'ai très envie de connaître la suite. Voilà, c'est vraiment hyper prenant comme histoire, comme enquête. Les pièces du puzzle arrivent les unes après les autres, tout s'imbrique, s'emboîte, et pourtant on n'a pas encore toutes les clés. Voilà, j'ai vraiment besoin de connaître la suite. Le petit bémol, c'est qu'il faut avoir le cœur bien accroché, parce qu'il y a vraiment des scènes dégueulasses. Alors là, on ne peut pas dire autre chose, c'est vraiment birk. Et des scènes qui font un peu peur quand même. Avant de se coucher, j'ai pas fait de cauchemar, mais je comprendrais pourquoi je pourrais en faire. Voilà, il y a vraiment des scènes, c'est tellement décrit dans le détail que ça me lève un petit peu au cœur. Je pense notamment à cette réanimation de jeune femme, je vous en dis pas plus, c'est vraiment dégueulasse. Voilà, donc il faut avoir quand même le cœur bien accroché. Si vous êtes un petit peu sensible, faites gaffe. Mais si vous aimez les mystères et les ambiances un peu horrifiques, ça vaut le coup. Après, peut-être que la chute va complètement me décevoir, mais alors pour le moment, j'ai lu 290 pages et je suis à fond. Elodie, dépêche-toi, je veux connaître la suite. En attendant de reprendre ma lecture de Chestombe, j'ai commencé un autre roman. Alors là, je change complètement de sujet, de style, de public visé, tout ça, puisque c'est Justice pour Louis Sam de Elizabeth Stewart aux éditions Thierry Magnier. C'est un roman qui a été publié fin août pour la rentrée littéraire pour les ados. Ce qui me tentait beaucoup dans ce roman, c'est le côté fait divers historique. Ça se passe aux États-Unis, entre les États-Unis et le Canada, et ça se passe entre la communauté blanche de l'époque et les natifs indiens, amérindiens, je sais pas comment dire ça. Bref, il va y avoir un meurtre particulièrement dégueulasse aussi dans une petite communauté, et forcément il y a un jeune indien qui aura été vu dans le coin au moment du meurtre. Donc comme le pauvre il est indien, on va tout lui mettre sur le dos. Le narrateur est un jeune blanc de 15 ans qui découvre le corps de la personne qui est tuée, et si j'ai bien compris, il va mener l'enquête de son côté. Il va se rendre compte que c'est peut-être un peu trop facile d'accuser Louis Sam, donc le jeune indien, que c'est pas parce qu'il était là qu'il était dans le coin que c'est forcément lui le coupable, et surtout c'est pas parce qu'il est indien que c'est le coupable tout désigné. Donc pour l'instant j'ai lu qu'une 30aine de pages. Je suis assez surprise par le ton, vu que c'est un jeune homme de 15 ans, le narrateur principal. C'est vraiment destiné c'est destiné à un public adolescent. Je m'attendais pas à vivre le truc de l'intérieur et le truc narré par un ado de 15 ans. Voilà, c'est plus clair. Après c'est une surprise, mais c'est plutôt une bonne surprise pour le moment. J'attends de voir ce que donnera la suite. En tout cas, je pense que ça peut être une belle histoire. Enfin, à mon avis, je vais grincer des dents face à l'injustice et tout ça, mais j'espère que ça finit bien. Et non, je pense que ça peut être
un bon moment de lecture. Voilà, un fait divers qui mérite d'être mis en avant pour nous rappeler tout ce qui a pu se passer il y a encore quelques dizaines d'années dans un pays civilisé et qui fait écho à ce qui peut se passer encore aujourd'hui en 2014 dans certains de nos pays. Voilà, c'est toujours bon de lire ce genre d'histoire. Et le seul livre que je compte lire dans les jours à venir, c'est un pavé, c'est un truc énorme, c'est le volume 2 du canon graphique par plein d'auteurs et d'illustrateurs différents, c'est un collectif, c'est aux éditions Télémac. Donc en fait j'ai emprunté les 3 volumes à la bibliothèque dès qu'ils sont arrivés, dès qu'ils sont revenus du relieur en fait, parce qu'ils ont été reliés pour pas qu'ils s'abîment. Dès qu'ils sont revenus du relieur, j'ai dit hop, option, je les emprunte tous les 3, mais comme c'est des trucs hyper lourds, hyper gros, j'en ai ramené qu'un dans mes affaires pour le moment. Et j'ai ramené le 2e volume parce que c'est celui qui m'intéresse le plus, puisque c'est celui qui s'attarde sur le 19e siècle. Donc en fait, c'est quoi ce truc? Ce truc, c'est un recueil de plein d'extraits de classiques de la littérature mondiale illustrés en bande dessinée. Donc, comme je le disais, là c'est plutôt dédié au 19e siècle, donc on nous dit que c'est de Orgueil et Préjugés aux fleurs du mal. Là c'est l'illustration d'Orgueil et Préjugés. Je vais vous montrer tout ça, ça fait plus de 500 pages je crois, quasiment. Ah non, un peu moins de 500 pages, j'exagère un peu moins de 500 pages, et en quelques dizaines de pages, on nous présente des classiques de la littérature mondiale. Donc évidemment ce qui m'intéressait le plus c'était Orgueil et Préjugés. Au début j'avais pas compris que c'était que des extraits. Là en fait l'illustrateur a choisi d'illustrer le 2e chapitre du roman. Donc à chaque fois en fait pour l'œuvre on a un petit résumé de la biographie de l'auteur et de cette œuvre, pourquoi, comment, quand ça a été écrit, etc. Est-ce que ça a eu du succès, tout ça. Et après on a donc l'illustration d'un passage précis. Donc là c'est le chapitre 2, c'est quand Monsieur Bennet annonce à sa femme et à ses filles que finalement il est bien allé voir Monsieur Bingley. Chose qui surprend tout le monde. Alors j'ai vraiment beaucoup aimé le style, les illustrations, vraiment très antique, donc ça va très bien avec la Régence anglaise qui justement revenait dans le style à l'Antiquité, hein, notamment les coiffures et les robes qu'on appelle des robes empire, en référence à l'Antiquité, à l'Empire romain, tout ça. Donc des robes très épurées, il y a toujours des corsets, mais c'est des corsets beaucoup plus simples. Vous savez, c'est ces robes, je sais pas si on en voit une debout, qui sont très serrées à la poitrine, mais après c'est complètement lâche. Voilà, donc avec des manches ballons, des trucs comme ça, des perles dans les cheveux. Et là c'est vraiment très stylisé, style céramique antique, tout ça. Donc j'ai vraiment bien aimé le rapprochement entre les deux, j'aime bien ce style. Voilà, en gros pour cet exemple. Après il y a plein d'autres œuvres, soit que je connais et que j'aime beaucoup voir illustrées, soit que je ne connais pas et que j'ai envie de découvrir, et peut-être que justement les illustrations et ces extraits vont me donner envie de lire plus tard. Je veux juste vous montrer, alors il y a vraiment des illustrateurs complètement différents, hein, des textes très différents, des illustrateurs très différents. Je sais pas si je vais retrouver ceux que j'aime bien, mais j'ai vu des trucs super jolis. Ah bah par exemple celui-là, par contre c'est une illustration de Baudelaire, du poème Une charogne, donc c'est pas forcément très envie comme ça, mais je trouve le style de l'illustrateur vraiment très beau, j'aime bien ça. Hop. Donc j'ai fait une liste de tous les illustrateurs qui me plaisaient avec toutes les références, et j'irai voir un petit peu plus loin. C'est bien ces recueils, ça permet de faire plein de découvertes super sympas, et comme je vous le disais, ça me donnera peut-être envie de lire des classiques qui au départ me tentaient peut-être pas forcément, mais avec les extraits et l'illustration pourront peut-être me faire un petit peu de l'œil. Là, c'est un peu bizarre, mais j'aime bien le coup de crayon et la colorisation, c'est l'illustration de Jenner. Donc vous voyez, en fait, c'est pas forcément de la BD, hein, ça peut être des pages illustrées un petit peu comme ça. Alors oui, ça fait un peu bizarre, c'est un peu bizarre, mais j'aime bien le style, j'aime bien les couleurs. Voilà, donc ça c'est Jenner de Charlotte Brontë, autre classique du 19e anglais que j'aime bien. Alors après il y a des trucs vraiment différents, hein.
Là par exemple c'est l'illustration de Walden ou La vie dans les bois de Henri David Thoreau. Et voilà, c'est comme ça. Donc c'est vraiment super différent, il y a plein de trucs. C'est un énorme pavé et ouais, franchement ça vaut le coup. J'ai presque envie de me les offrir, en tout cas ce deuxième volume. Le premier volume c'est plus pour toutes les œuvres qu'il y a eu avant le 19e. Et le troisième volume c'est vraiment pour les œuvres contemporaines à partir du 20e. Les deux m'ont moins plu, on va dire. Forcément déjà les textes me parlent peut-être un petit peu moins, même si je lis pas que de la littérature du 19e, mais comme déjà les textes me parlent moins, j'ai l'impression que les illustrations, le style derrière me parle moins également. Mais ça vaut quand même le coup et je vous les montrerai dès que je les aurai ramenés de la bibliothèque. Là c'est toute une séquence qui est consacrée à l'univers d'Alice au Pays des Merveilles par plein d'illustrateurs différents. Donc j'aime bien celui-là, plein de couleurs, c'est le chat. Voilà, plein de trucs différents. Enfin, un livre vraiment magnifique qui, à mon avis, vaut vraiment le détour. Là, c'est une illustration de Crime et Châtiment de Dostoïevski. Voilà, alors des fois, il n'y a rien d'écrit, hein, c'est vraiment... c'est des adaptations, illustrations, tout ça. Bref, je pense des volumes qui valent le coup pour ceux qui aiment les classiques de la littérature mondiale et qui sont sensibles aux illustrations également. Voilà, je m'arrête là, c'est déjà hyper long. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à bientôt, je ne sais pas quand, comme d'habitude. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des livres que je vous ai présentés, si vous les avez lus, si vous avez envie de les lire, ou si au contraire ça vous a complètement barbé, ce que je peux comprendre aussi. Bonne semaine, j'arrête là, et à très vite, j'espère. Well, ni har sin solespectacular Ni har sin Wetton-Tinnen att det skiter Ni är inte i nu och det har vi så